Bonjour, soyez les bienvenus sur ce webinaire. Je m'appelle Hubert Leray, je suis coach professionnel, psychopraticien et j'ai le plaisir d'intervenir pour le moniteur pour les formations Manager un chantier, communication et négociation sur un chantier, ainsi que développer votre impact personnel sur un chantier. Et c'est ce que nous allons voir pendant cette demi-heure et qui s'intitule avec ce que vous avez, manager vos chantiers autrement. Pour toutes celles et tous ceux qui ont des questions, vous pouvez utiliser l'onglet avec la flèche rouge que vous voyez sur votre écran et aller cliquer sur questions et la totalité des questions que vous poserez soit seront traitées à la fin de ce webinaire, à la fin de cette présentation, soit pourront être traitées ultérieurement et nous vous répondrons à ces questions que vous posez. Bien, je vous propose que nous y allions. Qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que c'est que manager ces chantiers autrement? De quoi s'agit-il? Nous allons assez rapidement, en 30 minutes, regarder en 4 points les éléments que vous pourrez retrouver dans les formations. J'espère avoir le plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer. Ces 4 points sont ce que vous voyez à l'écran. Communiquer. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi est-ce une source de productivité pour les chantiers, pour les personnes qui mènent le chantier, pour les employeurs qui nomment des personnes pour les chantiers? Nous verrons aussi ce qui a trait au fait de donner du sens aux actions pour que vous puissiez apercevoir les leviers d'engagement et en quoi la communication, en quoi la négociation, en quoi le fait de s'engager dans un chantier peut vous permettre à chacune et à chacun de développer vos qualités et d'être meilleur. Nous verrons également ce que c'est que la collaboration et en quoi la relation peut développer votre performance, votre capacité à agir, votre capacité à être optimiste, c'est-à-dire à optimiser, à être meilleur sur votre chantier. Et nous verrons à la fin que signifie être en médiateur, mettre en place une posture de médiation, de travailler par rapport aux conflits que parfois nous rencontrons sur les chantiers ou parfois que nous croyons rencontrer sur les chantiers. Et nous pourrons voir s'il s'en agit vraiment de conflits ou alors s'il s'agit d'autre chose. Communiquer, une source de productivité. Très souvent, communiquer, à quoi ça sert sur un chantier? Nous pouvons entendre très souvent l'inverse, c'est-à-dire ne pas communiquer, ça coûte cher, ne pas communiquer, ça crée des problèmes, ne pas communiquer, ça développe des problématiques de délai. Et c'est très bien de savoir poser des limites par la négation, mais pour autant, est-ce que cela définit ce qu'est la communication? Et en quoi la communication peut être une source pour être meilleure dans notre capacité à agir, dans notre capacité à conduire un chantier, dans notre capacité à manager des équipes? Dans les formations dont je vous ai parlé, l'objectif est de considérer que la communication a besoin d'être regardée de façon différente dans la conduite des chantiers. Dans la communication, nous trouvons généralement 3 grands éléments. Nous allons trouver, tel que vous pouvez le voir au schéma, la communication qui est d'abord collective. La communication, il s'agit d'un groupe. Nous appartenons à des groupes, à des entreprises. Nous travaillons dans une société, nous travaillons dans des territoires, nous travaillons avec des clients, nous travaillons avec tout un tas de gens. Et tout cela s'organise dans un groupe, qu'il s'agisse de votre propre groupe employeur, ou alors, si vous êtes patron, de votre équipe, et si vous travaillez sur des chantiers, nous allons définir petit à petit le groupe chantier. C'est la priorité en communication que d'intégrer le volet collectif, car nous sommes tous issus d'un groupe, d'une famille, d'une éducation, d'une culture, et cette culture impacte en permanence chacun et chacune de nous. Deuxième élément de la communication, qui lui aussi est un élément collectif, c'est tout ce qui a trait aux relations interpersonnelles. Dans la communication de chantier, nous sommes en permanence en relation avec énormément de personnes. Si nous étions ensemble, nous pourrions faire le tour de la totalité des acteurs d'un chantier. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, bureau de contrôle, bureau d'études spécialisées, CSPS, tous ces acteurs que l'on trouve dans le BTP ou dans le TP, tous ces acteurs qui aménagent, qui construisent
eh bien, ces acteurs-là, en fait, passent leur temps à être en relation les uns avec les autres. Et nous aurons l'occasion de regarder en détail comment ces relations se construisent, se font, comment est-ce qu'elles peuvent permettre de travailler mieux son chantier, comment est-ce qu'à des moments, elles peuvent aussi être limitantes. C'est le deuxième point de la communication et c'est également, vous l'aurez noté, un point collectif qui nous impacte. La façon dont l'autre se positionne, la façon dont l'autre nous parle, la façon dont les autres parlent de nous aussi, se trouve dans toutes les situations de communication interpersonnelle. Et puis, bien évidemment, dans les bases de la communication, nous verrons aussi tout ce qui a trait à l'intrapersonnel, c'est-à-dire la façon de se parler à soi-même. Alors, vous m'entendez? Et là, c'est facile, vous pouvez me voir. Pour autant, est-ce que vous entendez la petite voix qui est dans ma tête et qui me dit « Attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Sur un chantier, cette petite voix, qui est celle que nous avons chacune et chacun, en fait, eh bien, elle nous dit des choses. Et dans les formations, nous aurons l'occasion de regarder ce qu'elle dit, cette petite voix, c'est-à-dire la façon de se parler à soi-même. Dans les bases de la communication, nous trouvons donc 2 éléments sur 3 qui nous impactent, qui sont collectifs. Et donc, nous verrons que pour développer la productivité, pour aller chercher les éléments essentiels de la communication, notre regard a besoin de se tourner, de se positionner sur d'abord le collectif. Ce qui est particulier, c'est que l'être humain étant plutôt auto-centré, c'est-à-dire reçoit la vie par ses propres sens, eh bien, ça va lui demander un effort. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons tous une tête et donc je vous propose de l'utiliser et de penser, de réfléchir ensemble. Et c'est l'objet de ces formations. La particularité des chantiers, tels que vous le voyez, c'est que cette organisation qui nous impacte, dans les chantiers, elle est éphémère. Elle a une date de fin. Est-ce que vous êtes capable, chacune, chacun, de me dire quelle est la date de fin de votre organisation? La plupart du temps, nos organisations n'ont pas de date de fin. Que vous soyez maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise, bureau d'études, que vous soyez un acteur particulier du chantier, eh bien, généralement, nos organisations sont statuées, ont des statuts qui, pour la plupart, n'ont pas de date de fin, ou alors ont des dates de fin tellement lointaines que nous n'y pensons pas. Un chantier, c'est différent. Il y a une date de fin. Un chantier, c'est une organisation qui a pour raison d'être de construire, d'aménager, et qui a pour raison d'être, à la fin, de s'en aller, de disparaître pour laisser la place aux usagers. Nous verrons dans ces formations que le contrat qui constitue cette organisation éphémère est essentiel et que dans le contrat, tel que vous pouvez le voir sur le petit schéma, il y a des éléments qui parlent de l'institution. Généralement, nous allons considérer que c'est un maître d'ouvrage, le représentant, c'est-à-dire un contrat d'affaires entre l'institution et l'entreprise ou le bureau d'études qui passe un contrat pour faire quelque chose parce qu'un maître d'ouvrage a besoin des autres. Et de l'autre côté, vous avez l'institution et la personne, c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage confie à un conducteur d'opération, à un manager, un chantier, et lui donne ce qu'on appelle un contrat managérial. Et la maîtrise d'œuvre ou l'entreprise ou l'acteur du chantier qui va travailler pour le compte de la maîtrise d'ouvrage va se retrouver sur chantier avec la personne qui représente le maître de l'ouvrage et ils vont se parler, chacun avec son contrat. Et ils auront à passer un contrat ensemble, c'est-à-dire à communiquer ensemble pour dire comment on va faire. Les uns diront oui, mais c'est déjà écrit. Mais bien évidemment, vous savez comme moi que tout est écrit dans les chantiers et je n'ai pas la possibilité, mais je vous poserai bien un quiz en vous disant qui a lu la totalité non seulement des pièces d'un marché, mais qui les a comprises et qui les a lues avec les autres. Et il est possible que la proportion de réponses baisse. Ça ne fait pas de nous des gens mauvais ou de mauvais professionnels, ça fait simplement de nous des gens qui disent c'est quand même compliqué. Et donc, la différence de productivité en posant la communication, la différence de productivité en travaillant en communication, la relation, elle va commencer par se voir par le fait qu'il y aura moins de soucis et petit à petit, nous allons voir apparaître ce qui permet d'être meilleurs ensemble. Et dans le sujet de la communication, nous allons chercher en fait à quoi ça sert de faire tout ça. Quel est le sens? Pourquoi nous parlons de communication? Très souvent,
les personnes arrivent en formation ou quand j'interviens dans les entreprises, me demandent une chose toute simple. Comment on peut faire? Comment peut-on faire pour régler ce problème? Le comment en communication, en management, le comment qui intègre peut-être aussi le fait que je ne sais pas faire et donc mes limites à moi, très souvent, ne trouve pas de réponse chez les personnes qui posent la question. L'un des principes des pensées humanistes de la communication, c'est de dire que l'hypothèse, c'est que chaque personne est intelligente. Je considère donc que vous tous qui êtes là, vous êtes intelligentes et intelligents. Et à partir de là, je peux me poser une question, c'est comment se fait-il qu'une personne intelligente ne parvienne pas à répondre? Et c'est ce que nous allons tous vivre, c'est que nous sommes tous incapables de répondre, de donner une réponse lorsque la question n'est pas la bonne. Ou alors nous trouverons des subterfuges, mais nous ne saurons pas. Dans le principe de communication, le comment qui a deux réponses, soit c'est la recette de cuisine, on sait comment faire, et je donne un process. Dans la conduite de chantier, nous savons très bien comment un chantier se déroule. Un chantier, il y a X étapes, il y a de la conception, il y a de la réalisation, il y a des acteurs qui ont chacun des choses à faire. Il y a besoin de travailler les interfaces. Il y a besoin de comprendre ce que chacun fait et de comprendre le sens de chacun. Et très souvent, nous savons très bien ce que nous avons à faire, mais comme nous avons à être en relation avec l'autre, parfois nous ne comprenons pas ce que l'autre, lui, veut faire. Ou alors nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons partager nos savoir-faire. Et on se dit, comment peut-on faire? Première réponse, je vous l'ai dit, la recette de cuisine. Deuxième réponse, c'est quelque chose que l'on va trouver dans la deuxième formation dont je vous ai parlé, qui est développer son impact personnel. C'est tout ce qui a trait aux émotions, c'est-à-dire du sensorimoteur. C'est-à-dire que nous vivons les choses de telle façon qu'à des moments, ça nous touche. À des moments, ça nous met en colère. À des moments, ça nous fait peur. À des moments, ça nous fait être joyeux ensemble. À des moments, ça nous fait vivre quelque chose. Et ce sensorimoteur, il a une particularité, c'est que quand il est très fort, eh bien, il nous fait déraisonner, il nous cache les choses. Et dans le chantier, c'est pour ça que nous travaillerons dans le principe de la communication à protéger la plus grande partie des personnes. Parce que ce sont des personnes, quand elles sont protégées, qui travaillent mieux. Et nous partirons de la réalité propre du vécu de chantier de chacun pour construire une communication qui soit appropriée à chacune et à chacun pour que la personne puisse s'en servir. Le but de la formation, c'est de faire en sorte que les gens soient meilleurs avec qui ils sont et non pas apprennent par cœur. Dès qu'une question comment intervient, quel est le sens que cela a pour la personne? Et donc, quand je suis face à un mur, j'ai un principe simple, c'est que par protection, par précaution, je vais éviter de rentrer dedans. Je vous engage à faire de même. Et en communication, ça veut dire je vais faire un pas soit de côté, soit en arrière. Et toutes les questions comment auxquelles vous ne savez pas répondre, je vous propose de chercher non pas une réponse, mais une nouvelle question qui va commencer par le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Pourquoi? Et je vais aller chercher l'histoire. Pourquoi? Et je vais aller chercher le futur. Pourquoi en deux mots? Pourquoi ai-je besoin de connaître la recette de cuisine dans la communication d'un chantier? La communication est un levier d'exigence qui a besoin d'être mis en lien avec la réalité du chantier de chacun. Ce levier d'exigence, il demande de mettre en place un cadre extrêmement précis. Ce cadre, il va demander de collaborer, il va demander de parler avec l'autre, de faire en sorte que la relation, c'est-à-dire la capacité de se parler, soit au service de ce qui s'appelle la performance. L'âne, que vous voyez à l'écran, est un formidable conducteur d'opération. Parce que l'âne a une chance, c'est qu'il est myope. Or, l'âne, en étant myope, est obligé à la fois de regarder au loin et de regarder tout près, là où il met les pattes. Et donc, on voit l'âne anané. Dans la conduite de chantier, la relation peut avoir intérêt à suivre ce même principe, autrement, chacun joue l'un contre l'autre, et ce sont des jeux de pouvoir qui s'inscrivent.
très fréquent. C'est très pratique si j'ai le pouvoir. Ça peut coûter très cher. Ça peut durer très longtemps. À quoi sert de collaborer? Comme l'équipe d'Anne, parfois certains ont plus d'appétit que d'autres. Si nous tirons chacun de notre côté, allons-nous vraiment pouvoir mettre en place un système de communication, de collaboration? Et donc, nous allons voir que parfois, développer ce qui va s'appeler l'intérêt de soi et l'intérêt de l'autre, va nous permettre de revenir à l'essence même du management, dont l'étymologie est un mot français, qui vient du ménage des champs, c'est-à-dire, eh bien, nous nous mettons ensemble pour traiter le champ de l'un et ensuite le champ de l'autre. Et à la fin, on fait une fête. Alors, je ne vous invite pas à un barbecue de chantier, mais je vous invite à venir voir quels sont vos talents pour collaborer, pour vous mettre en lien avec les autres, pour faire en sorte que la performance que l'on attend de vous devienne quelque chose de possible au lieu d'être quelque chose d'inquiétant. Et c'est cela que nous verrons dans les formations. Pour avancer dans la communication au fur et à mesure, une fois que nous sommes capables de dire quel est le cadre de nos relations, et je précise que les cadres de la relation sont d'abord et prioritairement un cadre juridique, que ce cadre juridique a besoin, pour s'exprimer, a besoin, pour être performant et nous permettre, comme une scène, d'être un cadre sur lequel nous allons pouvoir faire un spectacle, le spectacle de la construction. La relation, la communication va offrir à chacun la capacité de mettre en place une attitude. Qu'est-ce que c'est qu'une attitude? Lorsque vous êtes fatigué, lorsque nous sommes fatigués, notre corps y prend ce qui s'appelle une posture. La posture, c'est la position que le corps prend sous stress ou sous fatigue. Sur chantier, dans un chantier, dans une opération importante, ça arrive. Quel est mon comportement dans ces cas-là? L'attitude, c'est le comportement choisi. Dans ce que nous pourrions voir ensemble, dans les formations, la médiation, c'est l'attitude de communication qui permet de mettre en place un rôle, une position visant à gérer ce qui s'appelle les conflits et à optimiser la capacité de chaque personne au service du chantier. La médiation, dont vous voyez quelques images là, est souvent perçue comme une médiation entre deux personnes qui ont du mal à se parler, mais parfois sur chantier, il apparaît que beaucoup de professionnels sont seuls, c'est-à-dire isolés de leur hiérarchie, isolés de leurs collègues, parce que c'est la vie à des moments professionnels et que nous avons tellement de choses à faire que nous avons du mal à nous croiser et nous avons tellement de réunions de chantier qui durent tellement longtemps que parfois la médiation, on n'a pas le temps. La première médiation, et notamment que nous verrons dans la communication et relations sur un chantier, et que nous verrons ensuite dans tout ce qui est impact personnel, émotion, au service de l'action professionnelle. La première médiation est souvent avec soi-même. Tout à l'heure, je vous parlais de la petite voix. Cette petite voix, est-ce qu'elle est sympa avec vous? Est-ce qu'elle est plutôt pas sympa? Qu'est-ce qu'elle dit? Et puis surtout, est-ce qu'elle est adaptée à la réalité du chantier? La médiation, c'est la capacité à se dire, à chaque fois que je suis mal à l'aise sur un chantier, je suis mal à l'aise sur un chantier. Qui peut m'aider? Le médian, c'est la personne qui va faire l'intermédiaire entre une situation, souvent compliquée, et une méthode pour la résoudre. Je vous le disais, nous pouvons tout à fait être médians de nous-mêmes, apprendre à nous parler, à nous comprendre, à se poser la question à soi-même, qu'est-ce que mon comportement dit? Est-ce que j'ai un comportement
postural, c'est-à-dire automatique? Est-ce que j'ai un comportement qui traduit une attitude professionnelle? Et qu'attend-on de moi? La médiation, ce que nous pourrons voir dans les formations, peut permettre de répondre à ces éléments. La médiation, c'est aussi pour tous les acteurs du chantier la capacité à être médiant avec un groupe. Un chantier, ça n'est pas gérer un architecte, un maître d'ouvrage, un client, une entreprise, un bureau d'études, un bureau de contrôle. Ce n'est pas ça. C'est aussi ça. Mais c'est gérer un groupe. Et comment un groupe se gère-t-il? Je vous ai dit tout à l'heure le comment de réponse, recette de cuisine ou sensorimoteur. Un groupe, en priorité, suit la personne qui prend l'initiative. Je vous engage donc à envisager que l'initiative vous appartienne, aille dans votre sens, développe l'intérêt du chantier et fasse en sorte que nous soyons clairs sur le fait que tout le monde peut être gagnant dans le chantier. Donc le groupe peut se gérer tout seul. Généralement, quand un groupe se gère tout seul, on est plutôt sur une gestion, je dirais, non verbale, automatique, où là, c'est ce qui s'appelle le niveau psychologique qui dirige. Et sur un chantier, c'est bien joli, la psycho, mais on a des choses à faire. Et donc, nous avons besoin de savoir comment s'organise tout ça. Les formations ont pour but de dire, voilà, un groupe, ça fonctionne comme ça. Pour communiquer avec un groupe, vous pouvez agir de telle façon et d'aller chercher les qualités de chacun pour pouvoir organiser la vie du groupe qui est particulière et qui a sur les chantiers deux particularités. La première, c'est pas un scoop, c'est qu'un groupe, c'est plus nombreux qu'un individu. Donc, nous avons intérêt à avoir des méthodes claires et cadrées. La deuxième, c'est que comme c'est un groupe éphémère, le groupe sait qu'il va disparaître. Et ça, c'est contraire aux règles de base d'un groupe qui a en priorité deux organisations, deux orientations de son énergie qui sont survivre et se reproduire. Un groupe chantier sait qu'il ne survivra pas au chantier. Les relations pourront survivre et c'est l'objectif, mais le groupe chantier disparaîtra, changera, évoluera. La médiation, elle a aussi un intérêt dans la communication. Si ce chantier, la vie, elle n'est pas toujours rose, parce que quand le rose arrive, c'est souvent au niveau du second œuvre. Et parfois, il peut y avoir des conflits. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit? À quoi ça sert de faire apparaître un conflit? Un conflit, c'est une rencontre. Alors, je vais essayer de me mettre en face de la caméra. Vous voyez, la rencontre, c'est ça. Le conflit, c'est confligere en latin, ça veut dire la rencontre, le choc. C'est ça le conflit. Posez-vous la question. Est-ce que dans les chantiers que je vis, je rencontre l'autre et que ça fait clash? Ou est-ce que dans les chantiers que je vis, je fais ça? J'évite l'autre. La médiation, la négociation, la capacité de prendre en considération la totalité de nos comportements, la compréhension de la totalité de nos comportements peut permettre de façon sereine, de façon efficace, de façon à optimiser le chantier, de considérer que le conflit, c'est une énergie et que cette énergie, nous allons pouvoir l'utiliser. Ceux qui vivent des conflits, ce que je ne vous souhaite pas, ceux qui vivent des conflits, je vous engage à vous poser la question depuis combien de temps êtes-vous en conflit? Je vous engage à vous poser la question, est-ce que vous avez réussi à dire à l'autre ce que vous aviez vraiment envie de lui dire? Vous pourriez me dire, vaut mieux pas. Ok. Sauf que dans le chantier, parfois, vaut mieux. Et nous pouvons apprendre à parler à l'autre en distinguant le désaccord et la violence. Et très souvent, tous les évitements dont je vous parle sont des évitements qui font apparaître une agression, un vécu difficile, de la violence, mais qui parfois est distinct de l'intention de la personne. Ça arrive d'être en désaccord, nous verrons tout ça. La communication peut nous permettre de travailler à plusieurs échelles de temps et peut nous permettre justement de regarder avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance. Et je lie immédiatement à cette bienveillance l'exigence, parce que cela demande beaucoup de travail, de cadrage. Mais nous pouvons aussi traiter les choses avec des échelles de temps.
chercher une solution est parfois la pire des choses quand il y a un problème. C'est pour ça, dans ces formations, nous vous proposerons de résoudre une équation qui soit différente que problème égale solution. Nous vous proposerons de résoudre une équation qui soit problème égale quoi alors? Bien, écoutez, j'espère que vous viendrez pour en parler. Alors, ce que je voudrais préciser maintenant, c'est que ce dont j'ai parlé, vous pouvez effectivement les trouver dans les formations communiquer et négocier sur un chantier qui dure 2 jours, renforcer votre impact personnel sur le chantier qui dure 2 jours et qui reprend la totalité des choses que je vous ai dites. La totalité du document que vous avez vu est tout à fait téléchargeable et donc vous pouvez le télécharger en allant dans l'onglet sur les documents à télécharger à la suite de ce webinaire. Vous pouvez également encore poser vos questions le temps que nous soyons en train de charger le support qui se trouve à droite de votre écran. Donc, il y a à droite de votre écran la flèche rouge et vous pouvez voir documents à distribuer et vous pourrez aller voir. Pendant ce temps, vous pouvez poser vos questions et eh bien, je suis là encore pour y répondre. Donc, allez-y. J'espère avoir été clair et je vais commencer à répondre aux questions. J'ai reçu une question qui s'appelle « Comment faire émerger un conflit latent ?» Vous notez la première partie de la phrase qui est « Comment ?» Alors, comment faire émerger un conflit latent? En situation de communication, nous allons d'abord regarder de qui il s'agit. Et comment pouvons-nous être informés d'un conflit latent? Est-il connu, n'est-il pas connu? Je relis la phrase pour être précis avec vous. Je vais utiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure. Utiliser une recette de cuisine pour dire comment faire émerger un conflit latent serait de ma part une erreur, parce qu'il me manque trop d'informations. En communication, la priorité, c'est d'observer et d'écouter. La deuxième priorité, c'est d'analyser. La troisième priorité, c'est de former des hypothèses, donner un avis. Tant que j'ignore de qui il s'agit, si c'est en interne ou en externe, si c'est au sein de votre propre structure ou à l'extérieur, si c'est dans le cadre d'un contrat écrit ou non, vous répondre par une recette de cuisine pourrait être dangereux pour vous. En revanche, je vous propose, et je propose à la personne qui a écrit ça, qui a posé cette question, et je la remercie, de se demander pourquoi est-ce que je voudrais le résoudre, ce conflit? Qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est-à-dire d'aller chercher à l'intérieur de façon extrêmement biologique, sensitive, scientifique, qu'est-ce que je vis? Depuis combien de temps est-ce que je vis ce conflit latent? Parce que c'est d'abord quelque chose de difficile à vivre. Et dites-vous que vous êtes intelligente ou intelligent, ou les deux, intelligente et intelligent. Et par rapport à cela, j'ai besoin d'informations. Vous pouvez venir en formation pour partager ces informations. Je viens de terminer une séance de 2 jours où les personnes sont venues avec des questions comme celle-là et ont, pour certaines personnes, posé ces questions-là. Ils sont partis en prenant en conscience, d'abord, le fait de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi? De le replacer dans le contexte très particulier du chantier, très juridique de son contrat, très organisationnel, et de regarder les conditions qui font qu'un conflit est possible. Dans toute situation de communication, nous allons nous intéresser aux organisations, au vécu collectif. Et nous allons mettre à part, ou alors nous allons protéger les personnes, parce que nous pourrions être tentés de chercher ce qui s'appelle les responsabilités individuelles. En communication, la responsabilité est là pour chacune et pour chacun. Pour autant, il s'agit de voir en quoi la structure collective permet qu'un conflit soit latent. Et en quoi une organisation collective permet d'empêcher un conflit. Qu'est-ce qui dépend de votre structure empêche que les gens s'expriment? En termes émotionnels, est-ce que vous avez le droit d'être en colère avec tout le monde? Est-ce que vous avez le droit d'avoir peur et de le dire? Est-ce que vous avez le droit d'être triste? Est-ce que vous avez le droit d'être dégoûté? Est-ce que vous avez le droit d'être joyeux et de le partager?
Certaines personnes répondront oui à certaines questions, d'autres non. Mais nous avons tous nos limites. Donc, comment faire émerger un conflit latent? En prenant dans un premier temps le temps de poser la totalité des éléments qui composent ce conflit. Deuxième question, à quel moment pouvons-nous utiliser la médiation quand il y a conflit? Le plus tôt possible. Et je vais préciser une chose par rapport à cela. Je vais préciser que la médiation est tout le temps possible et je vous engage, mais vous connaissez certainement par cœur votre CCAG travaux, que vous soyez dans le public ou dans le privé, et votre CCAP, et je vous engage à lire par exemple l'article 12.1 du CCAG travaux ou du CCAP ou de votre contrat. Et cet article 12.1, il dit quoi? Il dit parfois, alors je ne vais pas vous le lire totalement, mais il dit exactement ça. Parfois, nous avons des désaccords. Ça arrive. Et lorsque nous avons des désaccords, je vous propose que nous fassions un constat. Et le constat, c'est un document matériel et physique qui présente, explique le désaccord. La médiation pourra s'appuyer sur ce constat. Le conflit, il apparaît la plupart du temps quand les personnes se rencontrent, c'est-à-dire ont conscience qu'elles se rencontrent. Je vais distinguer ici le fait que des personnes qui s'insultent ou se menacent peuvent apparaître comme étant dans un conflit armé, mais ce qui apparaîtra plus, ce sera l'arme plutôt que le conflit. Et la plupart du temps, les conflits armés peuvent bizarrement être de magnifiques évitements, c'est-à-dire que les gens ne savent pas se parler. À quel moment pouvons-nous utiliser la médiation quand il y a un conflit? Le plus tôt possible, bien évidemment, mais j'ai envie de vous dire dès le début, c'est-à-dire à la première réunion de chantier. Poser les conditions de la médiation, poser le fait que comment on fait si ça ne se passe pas bien? Sauf que quand nous commençons un chantier, on a tous la banane, on a tous signé un contrat, on fait tous les affaires. C'est justement le moment de dire comment on va faire quand ça se passera mal. Troisième question, pensez-vous qu'il est préférable de réunir managers et collaborateurs sur une même formation ou au contraire les répartir sur des sessions différentes? Les deux sont possibles. Réunir managers et collaborateurs, c'est possible, à condition d'avoir un contrat clair, comme pour un chantier. Quelle est l'intention? Quel est l'objectif? Et ça permet ici de préciser la différence qui est essentielle en communication entre motivation et manipulation. Mettre en place managers et collaborateurs, patrons et employés sur une même formation peut être extrêmement pertinent à condition que tout le monde sache quel est l'objectif, à condition que tout le monde récupère un bénéfice. Et je dirais non si seul l'un des acteurs connaît l'objectif réel. Et je dirais non si seul l'un des acteurs bénéficie du résultat. Donc, je vous renvoie à votre question en vous disant quelle est votre intention? À quoi ça sert? La particularité à mettre en place, c'est que dans une formation comme celle-là, il sera nécessaire de prendre aussi soin, particulièrement, de ce que je vais appeler le patron. Pour quelle raison? Pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'il va avoir un double rôle, celui d'être un parmi les uns et celui d'être seul parmi les autres. Et donc, ça demandera de regarder comment, et dans la préparation, de voir quelles sont les conditions, les éléments, et dans les règles de la formation, d'être capable de dire, voilà quelles sont les règles de travail, ceci est une formation, nous allons pouvoir évoquer des choses qui vont être partagées dans le cadre des séances. Pour autant, nous serons aussi en obligation de dire, attention, quand vous quitterez la salle, vous allez vous retrouver employé et patron. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est une bonne occasion de poser tout ça. Ça demande du courage de la part du patron, de la part du manager, de la part des employés. Il arrive régulièrement que j'ai dans les formations des chefs et des adjoints, des agents et des employés. Je m'applique à faire en sorte que dans les exercices, parce que nous faisons tout un tas d'exercices, que dans les exercices, merci à la musique de la rue, que dans les exercices, eh bien, nous puissions avoir des séparations et que ça puisse se passer tranquillement comme ça. Parce que la priorité d'une formation, c'est d'apprendre et de progresser. Si nous pouvons le faire ensemble, c'est une grande chance. Mais ça ne peut se faire que si chacun est protégé. Et dans mon cas, je m'appliquerai à faire ça. Je vous remercie pour vos questions, je vous remercie pour votre présence. Vous pourrez retrouver la totalité des choses sur le site du moniteur.
Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.